Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Marie-Charlotte, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour Fabien, je m'appelle Marie-Charlotte Neves, j'ai 30 ans, je suis avocat dans un cabinet anglo-saxon à Paris depuis bientôt plus de 5 ans. Merci Marie-Charlotte. Peux-tu nous parler un petit peu de tes études, comment ça s'est passé au collège, lycée, puis ensuite l'étude supérieure? Donc j'ai commencé mes études en Bretagne parce que je suis d'origine bretonne, donc j'habitais dans le sud Finistère du côté de Quimper, au bord de l'eau, donc j'y ai fait mon collège puis mon lycée. J'ai commencé assez rapidement à travailler au lycée dès la première S, parce que donc j'ai fait première et terminale S, donc scientifique. Et ensuite, j'ai continué en licence de droit à la faculté de Quimper, parce que j'avais pas d'autre choix. Et c'est par la suite que je suis allée à Paris à partir du Master 1. Et donc ensuite, j'ai enchaîné Master 1, Master 2, l'école du barreau et l'ESSEC à Paris. Merci Marie-Charlotte. Justement, au niveau de ces études, est-ce que tu étais plutôt bonne élève, moyenne élève? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça s'est passé? Alors j'étais très bonne élève, j'ai toujours été dans les premières de la classe, si ce n'est pas la première. Pour moi, c'est hyper important d'avoir toujours d'excellents résultats, de travailler au maximum. Je visais toujours entre 18 et 20. Typiquement pour moi, avoir 16 de moyenne, c'était clairement un échec. D'accord. Très ambitieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière, tes premières expériences jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors ma carrière, elle a commencé très tôt parce que j'ai commencé à travailler, j'avais à peine 17 ans. Donc j'étais en première S, j'étais déjà un peu plus qu'à mi-temps parce que je travaillais le vendredi soir après le lycée, samedi soir et dimanche. Alors mon premier job uniquement le soir et puis finalement toute la journée assez rapidement, ainsi que toutes les vacances scolaires. Donc j'étais d'abord serveuse dans un restaurant, puis barmaid dans un autre restaurant. Et puis donc ça a duré 5 ans, de ma première S à la fin de ma licence, pour économiser un maximum d'argent pour pouvoir quitter la Bretagne et faire des études un petit peu plus loin que chez mes parents, parce que là où ils habitaient, même aller faire des études à Rennes ou à Brest, c'était complètement illusoire parce qu'il aurait fallu que je me paye un appart, que je sois complètement autonome financièrement. Donc je n'ai pu que faire la fac de Quimper, mais qui est une très bonne fac. Je regrette pas du tout ce choix et ce parcours. Et donc ensuite je suis allée à Paris et là j'ai arrêté de travailler, mais assez rapidement j'ai eu des stages dans le cadre de mes études. Et puis enfin je suis devenue avocate une fois le concours du barreau passé et réussi. Merci. Peux-tu nous dire ce que faisaient ou font tes parents? Alors, ma maman était... alors, elle a été mère au foyer, ensuite elle a fait des ménages, etc. Et aujourd'hui, elle est clerc de notaire. Donc, elle travaille dans une étude notariale. Et son ex-mari, lui, était chauffeur poids lourd, mais assez rapidement, ils ont divorcé. Et donc, on a plus de nouvelles, en fait. Est-ce que tu estimes avoir pris l'ascenseur social? Oui. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Oui, alors l'ascenseur social, c'est un concept assez générique. On peut y mettre énormément de choses. Moi, l'ascenseur social, il a commencé toute jeune en ayant des bonnes notes. Ça m'a permis de me démarquer et de faire partie d'un cercle. Alors un cercle scolaire à l'école, c'est beaucoup dire, mais déjà le fait d'avoir des bons résultats, ça m'a permis d'être vue différemment par les professeurs, hein, d'avoir une écoute plus attentive, d'avoir un regard différent et peut-être un peu plus de soutien. Et ensuite, c'est passé par le travail que ce soit pour les études, pour réussir, mais aussi par le travail le week-end, le fait de rencontrer des gens, le fait de discuter, de voir un autre milieu que le milieu modeste, pour ne pas dire pauvre, qui était le mien.
Donc ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et de voir que d'autres modèles existaient et qu'en tout cas l'avenir était vaste. Et donc assez rapidement, en fait, j'ai vraiment pu prendre l'ascenseur social au moment où je suis arrivée à Paris. Parce qu'en Bretagne, il existe, alors, en tout cas à ma connaissance et à l'époque, ça a peut-être changé, mais à mon niveau, à l'époque, on ne pouvait pas parler d'ascenseur social en Bretagne, en tout cas pas comme moi je le souhaitais et ça ne correspondait pas à mes ambitions. Donc il a vraiment fallu que je parte à Paris. Et ensuite à Paris, là j'ai découvert, voilà, j'ai rencontré des gens, et à la fois à Nanterre puis à l'ESSEC, on en parlera peut-être un peu plus, mais effectivement à Paris, j'ai rencontré des personnes et des associations qui m'ont permis réellement de prendre l'ascenseur social. Et justement, c'était la question d'après, c'était est-ce que tu avais des personnes dans ton entourage qui t'ont aidé à prendre la sociale, peut-être des profs, parents, amis, ou même des personnes que tu admirais? Oui, effectivement, c'est toutes ces personnes à la fois. Donc c'est d'abord ma maman qui m'a toujours donné envie de réussir, d'être ambitieuse et qui m'a beaucoup poussée quand j'étais jeune. Ensuite, ça a été l'école avec effectivement, quand on est bon élève, des profs qui étaient là et qui étaient à l'écoute. Et ensuite, comme je disais, les personnes que j'ai rencontrées en travaillant avec justement cette mixité sociale, mais surtout en fait en arrivant à Paris avec la Fondation Richer, qui est une fondation en fait présente à l'Université Paris-Nanterre. C'est une fondation donc donc on doit se présenter, on doit pitcher, je ne sais plus comment on dit en français, on doit candidater pour faire partie de cette fondation. Et donc c'est sur critères sociaux et sur bulletin de notes. Donc il faut à la fois avoir une mention pendant tout son cursus, du lycée jusqu'à la licence de droit, et puis être boursier. Et donc de cette fondation, une fois qu'on a passé un certain nombre d'euros, qu'on a rencontré les membres, si l'on est admis, on a un parrain, une marraine, une bourse. Alors à mon époque, tout le monde n'avait pas la bourse, mais aujourd'hui la bourse a un petit peu diminué pour que tout le monde puisse l'avoir. Et donc l'idée, c'est que les anciens de la fondation, qui sont aujourd'hui soit toujours étudiants, soit directeurs juridiques de société, avocats, donc ce sont tous des juristes, puissent aider les nouveaux arrivants à Nanterre, donc en Master 1, et puissent les coacher, leur donner des conseils sur leur orientation, les aider sur leur CV, leur lettre de motivation, et même tout simplement les écouter, leur parler et les soutenir dans cette période de Master 1, Master 2 qui peut être difficile, notamment comme moi quand on vient de province et qu'on arrive un peu avec sa petite valise à Paris, qu'on est un petit peu perdu. C'est très bénéfique et ça fait beaucoup de bien d'avoir ne serait-ce qu'une oreille attentive dans cette université de Paris-Nanterre qui est très 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 vaste. Donc j'ai eu d'abord ce premier coup de pouce de la Fondation Richer qui m'a ensuite menée vers l'ESSEC, le programme Égalité des chances. Et alors ce programme est absolument formidable. Ce programme en fait m'a permis de faire une prépa. Donc c'était le week-end, elle était gratuite et elle permettait de préparer au concours passerelle de grandes écoles. Donc grandes écoles, ESSEC, HEC, ESCP, Audencia, donc il y a tout un tas de grandes écoles qui permettent d'être intégrées après la licence. Et donc j'ai pu avoir cette prépa offerte où on s'est préparé au Taj Mahal, on s'est préparé au TOEIC, on a fait des entretiens, des simulations d'entretien, ça c'était vraiment extrêmement utile et pareil, on avait vraiment un soutien, une écoute, une équipe dédiée, organisée. Et donc au-delà de la préparation purement scolaire de cette organisation, c'est également, ça va bien plus loin parce que l'ESSEC est vraiment très engagé pour l'égalité des chances. Et moi, j'ai intégré l'ESSEC
parce que donc j'ai été reçue à plusieurs grandes écoles, y compris donc le SCP et le M Lyon, mais il n'y a que l'ESSEC qui étaient disponibles parce qu'en fait mes parents ne pouvaient pas se porter caution pour mon prêt étudiant. Et en fait l'ESSEC, au-delà de cette association, a un système de financement avec une banque, la banque c'est le LCL, et donc on peut avoir un prêt étudiant sans caution. Parce que moi je me suis retrouvée dans la situation où j'étais prise dans plusieurs grandes écoles, mais aucune banque ne pouvait me prêter. Donc je ne pouvais pas, j'étais reçue, mais comme je ne pouvais pas financer mon master à l'ESSEC, enfin à l'ESSEC ou dans toute autre école, je pouvais tout simplement pas payer ma formation. Et seul l'ESSEC, grâce à leur partenariat bancaire, m'a permis d'intégrer cette école. Donc là, ça a été le vrai ascenseur social, parce qu'une fois qu'on entre à l'ESSEC, forcément, le CV change, les perspectives changent, et là, j'ai pu enfin accéder voilà, au stage que je souhaitais, et puis ensuite aux premières embauches dans les cabinets d'avocats que je convoitais. Génial. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu peux me parler de la fondation? La fondation s'appelle comment? Est-ce que tu peux peut-être épeler pour que, comme ça, Richer. Oui, alors la fondation Richer, R-I-C-H-E, c'est une fondation qui a été créée par monsieur et madame Richer. Leur fils était également étudiant en droit à Nanterre, et donc un jour il a interpellé ses parents en leur disant, écoutez, donc ils étaient déjà très impliqués dans tout ce qui était caritatif, et notamment avec les enfants de Manille. Ils avaient une association pour les enfants de Manille aux Philippines, et donc leur fils leur a dit voilà, il y a des étudiants à Nanterre, voilà, on a beau être en France, ils ont besoin d'aide, certains ne mangent pas forcément à leur faim, ou en tout cas ont des besoins. Et donc l'idée est partie de là. Donc c'est vraiment pour les étudiants à Nanterre en droit, donc à partir du master 1, alors que ce soit un master 1 droit des affaires, droit social, droit international, donc c'est ouvert à tous les étudiants de master 1 à Nanterre qui ont peu de revenus ou pas de revenus, en tout cas qui sont boursiers et qui ont des très bons résultats scolaires. Il y en a de mémoire 10 par an qui sont reçus, qui sont admis. D'accord, merci. Et est-ce que tu peux aussi peut-être expliquer pour les jeunes qui nous écoutent ce qu'est le concours passerelle, le TOEIC, pardon, et le test Taj-Maj? Oui, alors ce concours passerelle, donc c'est alors comme beaucoup, en tout cas moi c'était le cas, du fait de mon parcours, je n'ai pas pu à l'issue du bac faire une prépa grande école. C'était pas possible, il fallait que je travaille, que je gagne ma vie, donc je pouvais pas être à mi-temps dans la restauration et être en prépa. Donc j'ai choisi la voie la moins chère, qui est la voie de l'université. L'université en droit, ça aurait pu être un autre parcours, mais en tout cas l'avantage du droit, c'est que ça permet d'avoir quand même une bonne formation gratuite ou quasi gratuite, et de pouvoir quand même faire derrière des métiers qui me plaisaient. Alors il y a des magistrats, il y avait avocats, voilà, il y avait tout un tas de métiers qui m'intéressaient. Et donc à l'issue de ces 3 premières années, alors ça peut être la fac, ça peut être l'IUT, en tout cas il faut une licence. Et donc à l'issue de cette licence, on peut faire un concours passerelle, donc qui permet aux étudiants de rejoindre des parcours grande école qui n'ont pas pu rejoindre post-prépa s'ils n'ont pas eu alors soit les moyens, soit les résultats escomptés pour faire une prépa. Et donc il y a principalement, alors ça se passe en 2 étapes, il y a d'abord des écrits, ensuite des oraux, mais surtout il y a une première phase de dossier, et cette phase de dossier est assez lourde, parce que pour pouvoir présenter un dossier, donc au-delà de la lettre de motivation, du CV, de la copie de tous les bulletins scolaires depuis le lycée, me semble-t-il, il faut également avoir un certain niveau au TOEIC ou au TOEFL. Donc ce sont 2 examens en anglais, parce qu'il faut être parfaitement ou quasi parfaitement bilingue en anglais pour passer ce concours, et pour pouvoir être
être reçu en grande école. Donc ça peut être un challenge. Et ensuite, le Taj Mahal, qui est un concours, alors c'est un QCM, mais assez difficile. Ce sont de mémoire 6 épreuves de 20 minutes. On n'a pas le droit de revenir en arrière. Et il y a de la compréhension de texte, de la logique, des maths. Il y a tout un tas d'épreuves assez complexes et assez pièges, où quand on réussit, on a plus 4 points. Quand on ne réussit pas, on a moins 2. On a 0 si on ne répond pas. Et in fine, une fois les 20 minutes passées, qui ne sont clairement pas suffisantes pour remplir toutes les questions, on doit passer à l'épreuve suivante sans pouvoir revenir en arrière. Et donc c'est vraiment une épreuve où il faut être préparé. Il faut en faire des dizaines, des centaines. Voilà, on peut pas passer le Taj Mahal sans s'être vraiment entraîné très à l'avance. Et donc une fois qu'on a un certain niveau, que ce soit au Taj Mahal ou au TOEIC, on a un score. Il faut avoir un score minimum pour pouvoir déposer un dossier auprès des grandes écoles. Ensuite, en général, il y a un écrit préparé par la grande école, puis un oral. D'accord. Et tu dis que tu as fait l'ESSEC. Est-ce que tu as fait l'ESSEC après ton master 2 de droit ou tu as fait un double cursus, c'était en parallèle? Alors en fait, j'avais le choix. Et finalement, après 5 ans de droit et le CRFPA, donc je savais que j'avais encore 2 ans d'école d'avocat derrière moi, j'ai choisi de faire un master spécialisé, de ne pas reprendre le parcours grande école, qui nécessitait encore 2 ans, quasiment 3 ans avec les stages et les expériences à l'étranger. Ça me rallongeait en fait de 3 ans d'école, de grande école, puis l'école d'avocat. Et j'avais vraiment très envie de retrouver le chemin du travail et d'avoir un salaire. Donc j'ai pas eu l'envie de recommencer, en tout cas de suivre le parcours grande école. J'ai préféré le master spécialisé en 1 an et demi. D'accord, ok. Quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face du fait de ton milieu social d'origine et comment les as-tu surmontés? Alors les défis, ils continuent encore aujourd'hui. C'est loin d'être fini. Parce que notre milieu social, on a beau en partir, on en vient quand même et c'est quand même notre base et notre éducation. Les défis principaux, c'est le manque de réseau souvent, le fait de ne pas être à l'aise, d'avoir souvent l'impression de ne pas avoir le droit ou de ne pas être légitime dans tout un tas de circonstances et d'occasions. Donc ça, c'est le défi principal, c'est de se dire moi aussi j'ai le droit, moi aussi j'ai ma chance, pourquoi pas moi? Donc ça, c'est à la fois, c'est d'abord un défi psychologique. Et puis ensuite, le défi principal et le nerf de la guerre, c'était l'argent, c'était le budget. Moi, je vivais avec moins de 50 € par mois pour manger une fois que j'avais payé mon loyer. Donc ça a été le défi principal. Et malheureusement, à un moment donné, il faut faire le choix entre poursuivre des études et ne pas pouvoir avoir de travail à côté et ne pas manger, versus avoir un petit boulot à côté, mais potentiellement ne pas pouvoir avoir l'école ou la réussite tant convoitée. Et c'est d'autant plus frustrant quand on sait qu'on a les possibilités. Donc le vrai challenge, c'était psychologique, financier. Et puis finalement se dire, voilà, je prends sur moi et je travaille et je travaille encore et un jour ça paiera. Moins de 50 € par mois, c'est vraiment dur. C'est très compliqué. Comment tu as réussi à faire? Je sais pas. Est-ce que d'ailleurs tu as des tips? Comment tu as réussi à gérer avec moins de 50 € par mois? Parce que moi je sais pas, par exemple. C'est assez simple, hein. C'est un découvert bancaire et rien manger. Vous mangez des pâtes, quoi. Oui, même pas, moi je mangeais des pommes. Ah oui. Donc, d'accord. Donc non, mais c'était extrêmement compliqué. Bon, après on a un peu d'aide à droite à gauche, mais clairement il n'était pas question d'aller manger au restaurant, il n'était pas question
de s'acheter une canette de coca dans un distributeur. Enfin, c'était vraiment le moindre centime d'euro était compté, clairement. Comment as-tu expliqué à ton entourage tes choix d'études, de carrière? Est-ce qu'ils les ont compris? Est-ce que ça a été simple ou pas? Ça a été à la fois très simple et très compliqué. Mes choix d'études, alors j'ai pas vraiment fait le choix, ça m'a été imposé parce que n'ayant pas les moyens, il a fallu que je me tourne vers une formation gratuite. Donc qui dit formation gratuite dit la plupart du temps la fac. Donc moi j'ai choisi la fac de droit alors que je voulais faire une prépa pour entrer en école de commerce, en grande école de commerce. Donc ce choix-là a été compris, et puis la fac de droit, tout le monde connaît. Là où ça s'est un peu corsé, c'est quand j'ai commencé à parler de passerelles, de concours, de TOEIC, de THMAS, de grande école. Alors tout le monde connaît HEC, moi typiquement chez moi ils connaissaient pas l'ESSEC, ils connaissaient pas le SCP, ils connaissaient pas le M Lyon. Une fois qu'on avait parlé de l'École nationale de la magistrature, du métier d'avocat, de Polytechnique ou de devenir ingénieur, ça s'arrêtait à peu près là dans le scope de ce qui existait comme formation. Donc clairement en fait j'ai fait mes choix à un moment donné seule, tout simplement parce que autour de moi personne ne connaissait, tout simplement, ça n'existait pas. C'est souvent ce qui ressort en fait, c'est le manque de références, et c'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est pour donner des références aux jeunes qui nous écoutent. Tu as dit que tu étais avocate aujourd'hui, tu as une spécialité? Oui, je suis avocate en fusion-acquisition. D'accord, en fusion-acquisition. Ok. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir et de prendre, entre guillemets, l'ascenseur social? Le premier conseil que je vous donnerais, c'est de travailler, de continuer à travailler, de persévérer et de surtout pas avoir peur d'être seul. Et parce que la réussite passe par la solitude, même presque par une petite part d'égoïsme, c'est-à-dire se retrouver seul avec soi-même, face à soi-même, et se dire voilà, je vais y arriver, je n'écoute pas autour de moi, voilà, je sais ce que je veux et je continue et j'avance et j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de continuer, de faire cavalier seul. Souvent parce qu'on est seul, quand on veut réussir, on se retrouve très seul. On est seul parce qu'on n'a pas envie de sortir et de faire la fête, on est seul parce qu'on doit réviser, on est seul parce que on est très stressé et notre entourage ne le comprend pas forcément. Donc voilà, il faut travailler, il faut persévérer, c'est super dur, mais surtout, il faut rien lâcher. Et ça, c'est le plus important parce que si on a vraiment envie de réussir, si on travaille, qu'on respecte les autres et que l'on a une bonne image, en fait, on reflète une bonne image, on peut y arriver. Que peu importe d'où l'on vienne, on peut réussir. Merci beaucoup Marie-Charlotte pour ce témoignage très inspirant et ce très beau parcours. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association de l'ascenseur social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. Faites écouter ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.